Très bien, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Mouna Chambon pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis ravie de vous présenter les travaux issus de mon projet postdoctoral à Marbec intitulé Tisser des liens pluriels entre savoirs scientifiques et savoirs locaux en faveur de la conservation marine dans l'océan Indien occidental au travers de l'étude de cas de la réserve de biosphère de Malindi Watamu Arabuko Sokoke. Euh, je souhaitais commencer par, alors, par contre, pour changer, oui, juste, ok. Je souhaitais commencer par cette photo prise lors de mon terrain sur la côte nord du Kenya, au sein de l'aire marine protégée de Malindi Watamu, où j'ai eu la chance d'accompagner un groupe de conservation locale, principalement composé de pêcheurs de la communauté de Dongo Kundu, qui ont fait l'expérimentation pendant 6 mois de fermer à la pêche un canal d'un kilomètre, un canal de mangrove d'1 kilomètre de long, qu'on peut observer sur cette photo, puisque à la suite d'un déclin d'espèces de poissons, ils ont décidé voilà, de faire cette expérimentation-là. Et des différents représentants de ce groupe allaient toutes les semaines, pendant 6 mois, observer l'évolution de l'état de la biodiversité et également surveiller qu'il n'y ait pas de pratiques de pêche illégales. Et après ces 6 mois, ils ont remarqué donc une augmentation dans la biomasse de poissons et la diversité des espèces, et ils ont décidé de maintenir cette interdiction. Ce site-là est devenu l'une des premières aires marines protégées communautaires de la région, ou Tengefu en Swahili. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait donc un double niveau, une superposition de niveau de protection, avec ce niveau de protection communautaire au sein même d'une aire marine protégée reconnue au niveau national. Et en discutant avec ces pêcheurs, ce qui m'a marqué, c'est donc l'importance de leur observation, leur connaissance empirique de la zone, qui a permis de suivre l'état de la biodiversité locale et ensuite d'orienter les stratégies de conservation marine à l'échelle de ce site. Ce qui a un peu nourri mon intérêt pour les savoirs locaux. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec ce concept, mais je souhaitais brièvement revenir sur cette notion qui est de plus en plus employée. Donc, par savoirs locaux, en tout cas, l'étude des savoirs locaux, c'est pas seulement s'intéresser à des savoirs, on va dire, indépendants ou en silo sur des espèces marines ou sur différentes parties d'un écosystème, mais c'est plutôt s'intéresser à un système de savoir holistique détenu par des communautés locales et des populations autochtones à travers le monde. Donc, il s'agit bien de systèmes de connaissances très spécifiques aux communautés auxquelles on s'intéresse et qui résultent d'interactions constantes entre ces communautés et leur environnement au cours de générations. Souvent, ces savoirs locaux comprennent une dimension spirituelle et repose également sur un système de gouvernance et une certaine ontologie, une vision du monde propre à ces sociétés. Dans l'étude des socio-écosystèmes côtiers et sur les activités de pêche en particulier, il y a eu un intérêt croissant pour l'étude des savoirs locaux détenus en particulier par les communautés de pêcheurs qui permet de suivre la distribution des stocks de poissons, de mieux comprendre également les zones de pêche et les changements écologiques propres à un système donné. Dans certains cas, face au déficit de données scientifiques halieutiques, les savoirs locaux permettent de venir combler ces déficits, de remplir un peu les trous dans la raquette, si je puis dire, et d'avoir des séries temporelles continues. Plus globalement, l'étude des savoirs locaux détenus par les pêcheurs a permis de reconnaître et d'asseoir le rôle des communautés de pêcheurs en tant qu'acteurs actifs de la gestion et la gouvernance des socio-écosystèmes côtiers et marins. J'attire toutefois votre attention sur le fait que toutes ces valeurs-là sont assez instrumentales. Au final, elles nous intéressent parce que nous, en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, on est toujours partant pour pouvoir avancer dans notre recherche scientifique, mais les savoirs locaux sont avant tout, comme je l'ai dit, propres à des communautés de données et ont une valeur intrinsèque qui mérite d'être respectée indépendamment de l'utilité qu'on peut y voir. Pardon. Ceci étant dit, dans le cadre de ce projet de postdoctorat à Marbec, je me suis intéressée à étudier les savoirs locaux des communautés de pêcheurs en lien avec la conservation marine au travers de l'objet des aires marines protégées qui sont promues au niveau international comme un outil particulièrement efficace pour répondre doublement à la crise
crise climatique et à la crise de l'érosion de la biodiversité. Et dans la littérature scientifique, ce qui est reconnu, c'est l'importance, ce qui est de plus en plus reconnu, c'est l'importance d'inclure les acteurs locaux dans la gestion et la gouvernance des aires marines protégées, à la fois pour des questions éthiques, de participation et d'inclusion, mais également pour des questions d'efficacité, puisque si ces acteurs locaux ne participent pas à l'établissement et ensuite au mode de gestion des aires marines protégées, les mesures de conservation et de gestion qui sont mises en place risquent de ne pas pouvoir être suivies ou en tout cas comprises par les communautés locales. Donc, dans ce contexte, les savoirs locaux des communautés de pêcheurs peuvent être mobilisés dans la recherche scientifique pour essayer de mieux comprendre les dynamiques écologiques et améliorer la gouvernance de ces aires marines protégées. C'est dans cette ligne de recherche que s'inscrit mon projet postdoctoral, avec deux objectifs principaux. D'abord, essayer d'explorer la complémentarité entre les savoirs locaux détenus par des communautés de pêcheurs et les savoirs scientifiques sur les taxons marins et leurs tendances historiques. Et d'autre part, essayer de mieux comprendre les perceptions locales des aires marines protégées déjà implantées pour améliorer leur gouvernance. En adoptant un prisme intersectionnel pour ces deux objectifs, c'est-à-dire en m'intéressant également à l'influence de différentes variables sociales, telles que l'âge, le groupe ethnique ou le genre sur ces deux volets. Pour ce faire, j'ai adopté une approche par étude de cas, en me en me focalisant sur l'aire marine protégée de Malindi Watamu, que j'ai brièvement présenté au Kenya. Alors, pourquoi travailler au Kenya en particulier? Il s'agit d'un terrain de recherche privilégié puisque cela fait maintenant 5 ans que je collabore avec l'Institut des pêches, The Kenya Marine Fisheries Research Institute. Donc, il s'agit d'une collaboration solide sur laquelle j'ai pu développer ce projet de recherche en m'intéressant à cette aire marine protégée en particulier, puisqu'il s'agit d'un cas d'étude. C'est la plus ancienne aire marine protégée en Afrique de l'Est. Elle a été établie en 1968, puis reconnue réserve de biosphère en 1979. Il s'agit en réalité d'un complexe d'aires marines protégées. Donc, on a 2 AMP dans cette zone, mais c'est le même socio-écosystème puisqu'on retrouve les mêmes écosystèmes côtiers. On a des récifs coralliens, des mangroves, des herbiers marins. Et c'est également les mêmes communautés locales, en tout cas les mêmes groupes ethniques qui sont présents dans la zone, dont les plus représentés sont les Giriama et les Bajuns. Et qui dépendent principalement pour leur subsistance d'activités d'agriculture à petite échelle, de tourisme et de pêche artisanale. Alors, le secteur de la pêche artisanale est fortement genré, avec les hommes qui participent globalement à chaque segment de la chaîne de valeur, mais les femmes qui sont plutôt présentes dans la post-production en tant que transformatrices de poissons ou marieuses, c'est-à-dire qu'elles achètent directement le poisson aux pêcheurs, puis elles vont le nettoyer, le transformer et le revendre au niveau de la communauté ou du village. Cette aire marine protégée de Malindi et Watamu est gérée directement par un organisme para-étatique, The Kenya Wildlife Service, qui a le mandat de gérer la faune sauvage au Kenya, avec l'appui de 2 autres organismes gouvernementaux, The Kenya Fisheries Service pour la gestion des pêches et l'équivalent pour la gestion des forêts, plutôt pour les mangroves. Ce qu'on observe dans le cas de cette aire marine protégée, mais qui est en réalité propre à l'évolution des politiques de la biodiversité au niveau international, c'est que entre son établissement et les années 90, on avait plutôt une gouvernance descendante, gérée directement par l'État. Et puis, à partir des années 90 et plus fortement à partir des années 2000, ça a évolué vers une co-gestion avec l'implication de différentes parties prenantes. Et ce qu'on observe actuellement en 2025, c'est une multiplicité d'acteurs locaux, donc à la fois des ONG locales et internationales, des représentants d'organismes de recherche et des coopératives de pêcheurs, appelées les Beach Management Units au Kenya, qui prennent part aux différentes étapes de prise de décision et de gestion de cette aire marine protégée, avec un instrument clé qui reste les plans de gestion des 2 aires marines protégées qui courent jusqu'en 2026. Pour ce projet de recherche, j'ai essayé d'adopter une approche interdisciplinaire en travaillant de manière étroite avec donc mon partenaire Chemfree, tant avec des scientifiques
de sciences sociales pour le volet sur l'étude des savoirs locaux que des ALIEUT pour le volet plutôt pêche artisanale. Et au-delà de ça, j'ai également interagi avec des acteurs non académiques. Donc j'ai eu l'opportunité de réaliser une mission exploratoire pour pouvoir préparer ce projet de recherche en travaillant avec le programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO. Donc c'est plutôt la photo sur la gauche où j'ai pu mener des entretiens semi-directifs préliminaires. Ce qui m'a permis voilà, d'affiner mes problématiques de recherche. Et puis pendant ma MLD, donc ma mission de terrain que j'ai réalisée l'année dernière, j'ai bénéficié de l'appui logistique et technique de l'ONG Local Ocean Conservation, qui est basée à Watamu et qui œuvre pour la conservation marine à l'échelle du site. Et bien évidemment, j'ai eu aussi beaucoup d'interactions et d'échanges avec les coopératives de pêcheurs, donc les fameux Beach Management Units. Pour revenir sur mon expérience donc, de MLD que j'ai pu réaliser entre mars et mai 2025, j'ai adopté une méthodologie mixte, à la fois qualitative et quantitative, en ciblant 5 communautés locales qui représentaient la diversité socio-écologique du site. Donc j'ai à la fois fait de l'observation participante, réalisé des entretiens semi-directifs, ainsi que des groupes de discussion non mixtes, dans 2 communautés distinctes, 4 au total, avec des femmes et avec des hommes, ainsi que des entretiens de free listing avec donc ciblant à la fois des hommes, des pêcheurs et des femmes en tant que marieuses. Et l'objectif ici était de leur demander de lister toutes les créatures marines, donc toutes les espèces marines que ces marieuses et ces pêcheurs connaissaient, donc pas nécessairement pêchés. Euh, et, euh, et l'objectif n'était pas tant de viser l'exhaustivité, mais plutôt d'identifier les espèces les plus saillantes. En termes de calendrier de mission, j'ai eu des périodes de travail de bureau avec mes collègues du Kemfree et des périodes de terrain, donc ici représentées en jaune, où j'ai d'abord eu une semaine vraiment de rencontres. De rencontres avec les différentes parties prenantes et d'affinage des questions de recherche, ainsi que en incluant également les entretiens semi-directifs. Et puis des périodes, enfin des semaines dédiées enfin en rotation d'une communauté à l'autre, à faire donc ces fameux entretiens de free listing et des groupes de discussion, avec quelques semaines de bonus en mai pour un événement de restitution plutôt grand public sur ces travaux préliminaires de recherche. Je vais maintenant vous présenter mes résultats préliminaires qui sont toujours, puisque je suis toujours en train d'analyser mes données, donc je serai preneuse de toute suggestion et retour. Euh, les premiers résultats sur la distribution des savoirs locaux sur les taxons marins dans cette aire marine protégée tentent à montrer que que les communautés de pêcheurs interrogées ont un niveau de connaissance assez élevé sur les espèces marines qui les entourent, avec plus de 200 taxons marins listés dans leur nom vernaculaire. Par ailleurs, les personnes interrogées avait aussi une connaissance assez fine des différences au sein même d'un groupe taxonomique. En particulier ça concerne le groupe des requins, où on a plus de 42 noms vernaculaires, donc sous-types de requins qui ont été listés par les personnes interrogées. Et on a des résultats similaires pour les crabes ou pour d'autres groupes taxonomiques. Ce qui était intéressant de relever, c'est les différences genrées sur le type de taxon listé. Les femmes ont principalement listé en fait des espèces démersales commerciales appartenant aux familles des Lethrinidae, des Cyganidae et des Scaridae principalement, donc qui sont vendues localement. Ces espèces-là étaient aussi présentes dans les taxons les plus listés par les hommes, mais les hommes ont aussi inclus des espèces, des taxons pélagiques, donc de la famille des thons et des requins. Ce qui est maintenant intéressant, c'est d'aller un peu plus loin dans cette analyse intersectionnelle en regardant également l'influence de facteurs d'autres variables comme le genre ou le groupe ethnique et en essayant de bien cartographier les données halieutiques existantes pour cette zone et explorer leur complémentarité avec ces données issues des entretiens avec les pêcheurs locaux. Ensuite, j'ai également examiné les perceptions de ces communautés de pêcheurs sur l'aire marine protégée de Malindi Watamu, en ciblant plus spécifiquement les impacts positifs et négatifs perçus par ces communautés.
Pour les impacts positifs, ce qui est ressorti des groupes de discussion, c'est les bénéfices liés au tourisme et également des bénéfices environnementaux tels que la conservation des espèces de tortues et la protection de certains sites de pêche. Tandis que les impacts négatifs perçus par les communautés sont liés au manque de retour économique, de retombées économiques et certains changements dans les pratiques d'alimentation traditionnelles. Ça concerne principalement le groupe ethnique des Bajouns qui avaient l'habitude de consommer des tortues lorsqu'elles étaient pêchées de manière accidentelle et qui, depuis l'établissement de l'aire marine protégée, ont dû arrêter, en tout cas officiellement, d'en consommer. On note également un effet spatial avec l'importance de l'aire marine protégée et ses bénéfices qui sont principalement reconnus, qui sont plus reconnus dans les communautés proches de l'entrée du parc que dans les communautés qui se trouvent en périphérie. Un aspect important des résultats qui n'était pas immédiatement, qui faisait pas partie des questionnements de recherche initiaux, c'est la dimension genrée également de la participation et de l'inclusion dans dans la gouvernance de l'aire marine protégée. Les groupes de discussion menés avec les femmes marieuses ont montré que les femmes se sentaient peu incluses dans les réunions liées à aux prises de décision et à la gestion de l'aire marine protégée. Elles avaient également le sentiment qu'elles étaient moins valorisées que les pêcheurs ou que les hommes présents dans d'autres groupes des Beach Management Units, liés notamment, et cela conduit à un sentiment d'être moins informé sur le zonage de l'aire marine protégée, sur sa réglementation, et donc pour les femmes interrogées, il était plus difficile d'identifier les bénéfices qui découlaient de cette aire marine protégée. Donc, comme j'ai dit, actuellement, je m'attache à continuer d'analyser ces données, donc à la fois d'un point de vue qualitatif avec de l'analyse de contenu et des analyses multivariées statistiques pour l'aspect quantitatif, en visant donc, l'écriture de 2 articles, un qui documenterait plutôt le volet distribution des savoirs locaux et un autre article sur le pendant, le volet plutôt de gouvernance. Euh, donc voilà un peu pour l'état des lieux de ces travaux scientifiques de cette première année de postdoctorat. Et j'ai souhaité aussi aller un peu plus loin et aborder le lien science-société au travers d'un projet de documentaire scientifique. Donc l'idée de ce projet de documentaire résulte de discussions avec ces fameux Beach Management Units, ces coopératives de pêcheurs, qui avaient envie d'avoir des captures vidéo qui représentent un peu leur travail au quotidien. Et en discutant avec un réalisateur kényan basé à Mombasa, Juma Adero, nous avons eu l'idée d'essayer d'avoir un premier scénario et premier projet documentaire scientifique qui viserait à illuminer en fait la contribution de ces communautés de pêcheurs au sein de l'aire marine protégée de Malindi-Watamu en faveur de l'EDD 14, donc de la conservation et de l'utilisation durable des écosystèmes de cette zone, avec 3 actes narratifs. Le premier qui cible des personnages clés et qui montre comment ces communautés de pêcheurs contribuent à la conservation marine, à la gestion durable des pêches et à l'empouvoirment des femmes. Un deuxième acte narratif qui discuterait plutôt des obstacles que rencontrent ces communautés actuellement, liés à la superposition de différents niveaux de gouvernance, à aussi des contraintes économiques locales. Et le troisième acte se conclurait sur des initiatives locales déjà existantes qui permettent de surmonter ces obstacles. Donc, il s'agit d'un projet de 52 minutes de film dont le budget est estimé à 15 000 euros. Donc, on a déjà 40% du budget qui est a priori garanti par la Fondation de l'innovation pour la démocratie et nous sommes en train d'explorer des pistes complémentaires de financement. Et autrement, donc ça c'est pour avoir une perspective un peu plus réflexive, au-delà de ce travail scientifique et de divulgation scientifique, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a fait vraiment réfléchir lors de cette première année de projet postdoctoral, c'est la tension entre comment réaliser une recherche qui soit véritablement transdisciplinaire et qui soit également productive. Donc, comme je l'ai mentionné, j'ai pu m'appuyer pour ce projet de recherche sur une mission exploratoire menée
avec l'UNESCO qui a résulté un projet, un rapport de mission. J'ai également, en collaborant avec l'ONG Local Ocean Conservation à Watamu, je me suis rendu compte qu'ils étaient certes intéressés par la production d'articles scientifiques, mais ce qui les intéressait encore plus, c'était d'avoir des recommandations concrètes sur comment orienter leur stratégie pour travailler avec les pêcheurs locaux. Ce qui m'a amené à contribuer à un rapport d'expertise, donc plutôt de la littérature grise. Bon, on n'a pas pu voir la vidéo, mais il y avait vraiment aussi ce projet de documentaire scientifique pour que ça puisse parler également à ces coopératives de pêcheurs. Et il se trouve que cette première année de postdoc et la MLD a été un peu finalisée par, c'est un peu conclu sur la préparation et la participation à l'OSC et à l'UNOC, où j'ai pu, avec mes collègues, mettre en avant le rôle important des femmes dans le secteur de la pêche artisanale et de l'aquaculture, et plus globalement la nécessité de prendre en compte les savoirs locaux dans la gouvernance des socio-écosystèmes côtiers et marins, permettant ainsi de renforcer le lien entre science et l'interface entre science et politique. Euh, ce qui, m- Ce qui m'a donc amené à réfléchir dans la perspective d'une recherche transdisciplinaire en lien avec de multiples acteurs et notamment des acteurs non académiques. Comment concilier euh, le fait que chaque acteur puisse avoir ses intérêts, ses perspectives et ses attentes très concrètes qui soient représentées dans le projet, en assurant un processus qui soit équitable et partagé, mais qui soit aussi productif, qui permette aussi d'avoir des livrables scientifiques standards, et notamment, enfin, et d'autant plus lorsqu'on est une jeune chercheuse. Donc c'est un peu une question ouverte, voilà, sur laquelle on pourrait échanger, avec quelques pistes qui résulte de mon expérience personnelle, où j'ai évidemment l'importance d'avoir un partenariat solide et de confiance avec des acteurs locaux est important, et en prenant en compte également les relations de pouvoir qui peuvent coexister entre les acteurs avec lesquels on a ce partenariat. C'est pas la même chose de travailler avec des communautés locales de pêcheurs qu'avec des représentants de l'État. Et ça implique de se demander en tant que scientifique, est-ce qu'il y a certaines informations qui méritent vraiment d'être divulguées et acquises. Euh, Comme je l'ai présenté, le fait d'adopter une optique multidimensionnelle, donc d'avoir l'objectif d'écrire des papiers scientifiques, mais aussi apporter des livrables à court et moyen terme sous de multiples formats tels que la littérature grise ou peut-être du soutien aussi plaidoyer pour des communautés, peut être aussi un moyen de répondre aux attentes et aux intérêts de chacun. Et enfin, ce qui m'a semblé aussi pertinent lors de ma MLD, c'est de s'assurer d'offrir l'opportunité dès que possible à des partenaires non académiques d'agir en tant que porte-parole du projet, que ce soit dans des arènes scientifiques telles que des conférences ou des événements grand public, pour s'assurer que leur vision soit bien prise en compte et que le projet, encore une fois, soit co-approprié. Mais voilà, c'est une discussion ouverte et puis je suis ravie de répondre aux questions. Vous avez des questions en ligne? Moi, j'ai une petite question du coup. Sur tes même deux questions du coup sur tes free listings. Déjà, est-ce que tu limitais un nombre d'espèces à free lister ou tu vas leur laisser le choix de lister tout ce qui leur passait par la tête ou tu mettais un cadre? Le cadre, c'était le type, enfin, ça devait se rattacher quand même à l'environnement autour d'eux, quoi, mais il n'y avait pas de contrainte particulière. En fait, la seule contrainte, c'était un peu la fatigue. Donc souvent, ça durait entre 10 et 15 minutes, euh, jusqu'à épuisement, jusqu'à saturation. Oui, c'est vraiment tout ce qui leur passait par la tête. Oui, oui, bon, enfin, il n'existait pas non plus des carottes ou des Non, non, mais toutes les espèces, tu leur disais pas, mettez-moi les 10 espèces bah, si principales. vous listez des espèces terrestres, enfin, qui n'étaient pas liées à l'écosystème, je les recentrais, mais sinon Oui. c'était ouvert, oui. Et autre question, parce que du coup, là, tu me dis qu'ils ont ressorti, alors pas, c'était un exemple, mais ça peut revenir sur d'autres.
42 espèces de requins. Donc je suis assez surpris. Et du coup, je me demande si c'est réellement les vraies espèces de requins ou si c'est les noms qu'ils leur donnent. C'est des noms, c'est un nom vernaculaire. Enfin, il y avait certains qui donnaient des noms scientifiques, mais là, c'est une liste. Enfin, en tout cas, les 42, c'est sur leur nom, les noms qui. Est-ce que tu as une redondance dans ces noms? C'est après filtrage de la redondance. Parce que, ça sera vérifié parce que 42 espèces, ça me paraît comme, assez énorme. Bah, oui, de toute façon, c'est toujours en train de. Enfin, je suis toujours en train de solidifier un peu cette liste. En fait, est-ce que tu as croisé ces données-là avec des listings de pêche ou des espèces présentes dans la région? Est-ce que c'est les 42 noms qui te donnent? Mm. Ça ne peut pas être 42 espèces Bon, différentes. là, j'ai pas dit que c'était 42 espèces. Qu'est-ce que Voilà. t'appelles type en fait? Ma question, c'est qu'est-ce que t'appelles 42 types de requins? C'est les 42, les 42 catégories dans, dans les noms vernaculaires des communautés de pêcheurs. Et là, bah, le travail en cours, c'est d'avoir une liste solide qui associe bien chacun des noms Hmm. à l'espèce. Ouais, parce que, ouais, c'était pas Ouais. forcément clair en fait Mm. comment tu le présentes, Ouais. parce qu'on a l'impression que c'est 40 espèces. En effet, c'est 40 noms, ouais. 42 appellations. Appellations. Voilà. Que, Il ouais, peut y avoir effectivement une redondance. Et voilà, il y a une redondance certainement. Peut-être qu'à la fin, on va se retrouver avec 10 ou 15 espèces. moi, ça fait penser, par exemple, toi, en Polynésie, ils ont des noms différents pour la même espèce à différents stades ontogéniques. Tu vois? Donc, peut-être que c'est ça, en fait, c'est la même espèce. Notamment les Miscao, par exemple. Ouais. Voilà. Toutes les espèces qui représentent des valeurs culturelles très fortes, effectivement, très souvent, peuvent avoir 2, 3, voire 4 Ouais. appellations vernaculaires. Déjà, Là, je pense que c'est avec pareil, quoi. Surtout quand tu as des ethnies différentes. Donc, chacun utilise pour une même espèce des noms différents. Ça, non, pas encore. Pas encore. Mais il y a les trois quarts de la liste qui est pas forcément au niveau de l'espèce, mais en tout cas au niveau de la famille, il y a une association. Et après, on est toujours en train de travailler sur le fignolage du reste de la liste. Et ça, comment tu t'appuies sur des photos, sur des. Oui, l'idée, c'est de complémenter avec soit sur en collaboration avec mes collègues du Camfree et notamment du volet pêche artisanale, ils ont ces connaissances, enfin, ils connaissent plus ou moins certains noms vernaculaires et ils sont capables de les associer à des noms scientifiques, ou bien avec effectivement cette double confirmation avec des photos pour être bien certaine d'associer la bonne correspondance. Ouais, j'allais te demander justement si tu avais fait ce travail avec les photos justement pour essayer de pas être là. Il a levé la main. Je t'ai choisi. toi, J'ai une question sur ce que tu qualifies d'impact pour les communautés. Donc, tu avais l'air de dire que donc, il y avait plusieurs communautés à différents endroits par rapport aux aires marines protégées. J'ai cru comprendre que tu disais que les communautés qui étaient les plus proches de l'aire marine se sentaient moins impactées. Donc, j'avais deux questions. Comment est-ce que tu évalues l'impact sur les communautés? Est-ce que c'est à partir du moment où ils te disent oh, ça me gêne? Est-ce qu'il y a des critères un petit peu plus explicites et que tu peux effectivement vraiment quantifier? Et puis, comment tu peux expliquer en fait ce niveau d'impact en fonction du positionnement par rapport à l'aire marine protégée? Du positionnement géographique. Oui. Oui, merci pour cette question de clarification. Par impact, c'est avantage ou inconvénient plutôt qu'impact. En fait, les questions étaient assez binaires et étaient traitées dans des groupes de discussion sur à la fois connaître quels étaient les bénéfices, les avantages ou les impacts positifs expérimentés par ces communautés versus quels étaient à l'inverse les inconvénients ou ce qui trouvait les retombées négatives, ce que moi j'ai traduit par impact. Et donc comment c'était évalué? C'est plutôt du qualitatif sur la base des discussions. Donc, c'était les éléments qui ressortaient du fait des discussions et qui ont ensuite été analysés qualitativement. Donc, il n'y avait pas vraiment de grille d'impact euh, très impactée. Disons que ce n'était pas sur l'intensité de l'impact, mais plutôt sur la qualification de cet impact positif ou négatif. Et ce que j'ai précisé sur les dimensions géographiques, en fait, c'est les bénéfices, donc les avantages ou les impacts positifs
étaient plus nombreux et plus importants dans le cas des communautés qui étaient proches de l'entrée du parc. Et mon analyse, enfin, comment l'expliquer, euh, c'est sans doute lié au fait que comme il y a un boom touristique qui est quand même centré autour de l'entrée du parc, tout ce qui va être à la fois retombées économiques, mais aussi peut-être implication d'autres acteurs, des ONG, est plus perçu par les communautés dans cette zone-là, centrale, que celles qui sont en périphérie. C'est assez contre-intuitif. En général, c'est plutôt ceux qui sont tout proches de l'aire marine protégée qui disent: ah mince, moi, je peux plus aller pêcher. Donc, ils sont obligés de changer de zone de pêche ou enfin, ils ont un comportement adaptatif à la mise en place de l'aire marine protégée. Alors que ceux qui sont un peu plus éloignés, normalement, devraient être un peu moins. Enfin, en tout cas, c'est la théorie que je me serais faite. Bon, oui. Mm. Ce n'est pas Hmm. un aire marine protégée intégrale, c'est pas. Voilà, c'est des réserves, les deux petits carrés. Alors, il y a une petite zone intégrale et le reste est, euh, est autorisé. Enfin, le reste est mixte. Enfin, c'est pas, il y a juste une petite partie où vraiment les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller. Mais en fait, c'est qu'effectivement, c'est pas très bien précisé. C'est vraiment par rapport à l'entrée du parc. Donc là où notamment il y a, on va dire, la base des gestionnaires, l'entrée des touristes. Mais comme il s'agit d'une aire marine protégée côtière, euh, l'impact, l'impact au sens de la restriction des activités de pêche, il est uniformisé sur la zone. Euh, mais oui, oui. En fait, ce que je pourrais ajouter, c'est prendre, enfin, c'est ce qui va peut-être contrebalancer, c'est que pour des pêcheurs qui peuvent quand même bénéficier d'apports liés au tourisme, ils se sentent moins, en tout cas, ils ont des alternatives face à la perte des activités de pêche. Je vais prendre une question sur ligne. Ah oui, il y avait, pardon, il y avait. Ah, Ah, mince. Moi, c'était une question par rapport à la création de l'aire marine communautaire. Est-ce que tu as pu voir que ça avait un impact sur la vision justement des aires marines protégées par les pêcheurs une fois que l'aire marine communautaire a été créée, puisqu'elle a été créée après la biosphère? oui, bah, merci pour cette question. Alors, c'est récent, donc comme ça date de ma période de terrain, et quand j'étais sur le terrain, ça venait d'être créé, mais ce qui en tout cas est notable, l'implication de ce groupe de pêcheurs en cogestion en collaboration plus étroite avec les gestionnaires de l'aire marine protégée nationale, enfin, qui a le statut de reconnaissance nationale. Et donc sur la vision, là, enfin, je peux pas dire si ça a vraiment changé la vision à ce niveau d'échelle temporelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient une plus forte implication, même au niveau de la réserve de biosphère. Et juste la reconnaissance en termes étatiques, elle est existante ou pas au niveau de l'aire marine communautaire? Est-ce que l'État reconnaît ça comme une aire marine à part? Oui, Ou c'est vraiment ok. oui, c'est un statut à part. Est-ce que vous voyez ma main? Parce que je lève la main, je suis en ligne, mais. Pardon. C'est bon, ouais, vas-y, Youn. Ouais, Ouais. oui, merci beaucoup pour cet exposé. J'étais intéressée par plein de choses. Je vais réduire mon espace de questions. Je vais me focaliser sur les entretiens que tu as réalisés là sur le terrain. Euh, alors, notamment, plus pas sur le listing des espèces, mais plus sur les MPA. Je voulais savoir comment tu avais établi ton guide d'entretien pour tes entretiens semi-dirigés. Quelles étaient les directions que tu as essayé enfin, de représenter et combien de temps ont duré ces entretiens et en quelle langue? Voilà, il y a trois petites questions. Merci Youn. Alors, donc ces entretiens, ils ciblaient plutôt des informants clés, donc principalement soit des représentants des pêcheurs, soit des personnes impliquées dans les ONG. Donc c'était des personnes qui avaient un niveau d'anglais, euh, enfin qui parlaient anglais couramment, donc ils étaient en anglais, d'une durée plus longue que les free listings, plutôt du 40 minutes en moyenne, je dirais, selon les personnes interrogées.
Et alors oui, donc c'est semi-dirigé, donc j'avais un projet enfin, des lignes directrices d'entretien qui portaient sur un peu l'historicité de l'AMP, sur les évolutions, sur les potentielles tensions et conflits entre communautés et gestionnaires, sur l'inclusion de différents groupes, notamment les femmes et les jeunes dans la gouvernance, donc vraiment en ciblant vraiment les différentes étapes chronologiques dans l'évolution de la gouvernance de l'AMP et des questions plus précises liées à, à l'implication donc, par exemple, si j'allais interviewer des représentants des pêcheurs, j'allais m'intéresser au potentiel conflit et à l'inclusion de ces groupes de pêcheurs. Et si en revanche c'était avec des ONG, c'était pour mieux comprendre, de mieux cartographier leur implication dans les processus de prise de décision. D'accord. Et alors, juste, je peux poser deux petites questions encore ou Oui, oui, c'est bon. c'est assez court, hein. Je voulais savoir parce que tu dis que un des objectifs de tes travaux, c'est de construire un partenariat sur le long terme. Donc, j'imagine que c'est avec le KMFRI. Comment tu t'inscris, toi, dans ce paysage, justement? Est-ce que tu as fait une incursion, somme toute, court terme? Comment tu envisages ça, justement? Oui, alors ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai réalisé ma thèse, non pas dans ce site de l'aire marine de Malindi Watamu, mais au Kenya, plutôt sur la côte sud, où je collaborais déjà avec Chemfree, donc je connaissais déjà un peu les acteurs, enfin les partenaires scientifiques. Et quant aux partenaires non académiques, j'avais eu aussi l'occasion de rencontrer des équivalents, enfin en tout cas des régies pour certaines ONG ou pour aussi des groupements de pêcheurs qui sont opérationnels sur la côte. Donc effectivement, c'était une MLD de court terme, mais qui s'appuyait sur une connaissance un peu du paysage des acteurs dans la zone côtière du Kenya et sur lequel je vise à aussi euh, capitaliser ou enfin, du coup, aller un peu plus loin dans ce partenariat. Je ne sais pas si Et, ça répond à ta question. Ouais. oui, 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 tout à fait, oui, parce que justement, je me posais la question, comme tu parlais d'une MLD principalement, c'est pour ça. Et sinon, en termes justement d'intérêt et d'attente des différentes parties prenantes, soit directement les pêcheurs ou les femmes qui vendent le poisson, ou soit les représentants, quels sont vraiment leurs intérêts de partager ces informations, ces connaissances locales avec toi et votre équipe, hein, et leurs attentes de ce processus? Oui, c'est une très bonne question, merci. C'est une très bonne question. Pour les coopératives de pêcheurs, l'intérêt, c'est d'avoir en fait plus de visibilité et plus de reconnaissance aussi sur des arènes, pour que ce soit régional ou national. C'est-à-dire euh, que j'ai essayé de faire, enfin, ce qui a été compris, c'est que ces travaux de recherche sur leurs savoirs locaux permet de montrer l'importance de les inclure dans les discussions liées à la gestion et la gouvernance de systèmes côtiers et marins et que ça va dans le sens aussi de leurs travaux, enfin de leurs efforts internes de plaidoyer pour participer aussi sur d'autres questions dans leur région ou au Kenya de manière plus large. Et également de s'assurer en tout cas que les informations, au-delà de juste le listing, mais aussi leur perception de l'aire marine protégée, puissent être aussi incluses lors de la révision du plan de gestion de l'aire marine protégée. Et Ok. pour et pour l'ONG locale avec qui j'ai travaillé, leur intérêt, c'était de fluidifier aussi leur relation quotidienne, leur partenariat avec les communautés de pêcheurs et eux, ils cherchaient en fait un positionnement pour avoir un rôle d'interface plus efficace entre les gestionnaires de l'AMP et les communautés locales. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que souvent aussi, on sert d'interface pour faire dialoguer de manière plus fluide, comme tu dis, hein. Ça, c'est intéressant aussi, hein, comme résultat. Merci beaucoup, hein, Mona, pour l'exposé. Mm. David avait une question par rapport. Moi, j'avais juste deux petites questions. Une, tu n'as pas parlé de contexte de ton postdoc. J'aimerais savoir, genre, c'est dans le contexte d'un projet plus grand, qui sont les collaborateurs et tout ça. Et ensuite, par rapport aux questions de Marius qui sentaient qu'ils n'étaient pas impliqués dans le processus de gestion,
Est-ce que je me demande si eux, ils attribuaient ça au fait d'être une femme ou au fait de métier, qu'ils sont mariés ou elles sont mariées. Vous comprenez la question? Oui, oui, très bon point. Alors pour le contexte, c'est un postdoc IRD fléché Océan, donc c'est pas rattaché à un plus gros projet. Et je travaille avec Pascal, mais voilà. Euh, et pour la question des marieuses, oui, bah c'est vrai que il y a deux dimensions. Euh, Parce qu'elles n'ont pas le même statut en tant que marieuses. Il y a aussi des marieurs hommes, mais ils faisaient pas partie des groupes de discussion et puis ils interviennent plutôt à un niveau d'intermédiaire supérieur, pas, pas uniquement à l'échelle du village ou de la communauté. Euh, donc effectivement, je pense que leur métier joue, mais en m'appuyant sur des travaux antérieurs que j'ai pu réaliser toujours au Kenya, comme je disais, mais pas dans la même zone, il y a quand même la dimension genrée qui joue beaucoup, ne serait-ce que en tant qu'individu, donc en tant que femme membre de ces communautés de pêcheurs, du sentiment de légitimité, de pouvoir s'exprimer lors de réunions, de pouvoir être disponible en fonction des horaires. C'est quand même plutôt influencé par le fait d'être une femme que de vendre du poisson slash d'autres questions. En ligne, je regarde, mais je... On avait, Ah oui, pardon, Latif. Ah, merci pour ta présentation. Je me demandais s'il y avait des dispositifs pour inclure les femmes justement au sein des deux aires marines protégées communautaires et autres. Oui, effectivement, c'est un axe de réflexion. En fait, elles font partie il y a des représentants de ces groupes de marieuses qui font partie des coopératives de pêcheurs et en cela, elles sont incluses. Mais ensuite, ce qui a été discuté aussi point d'amélioration en termes de gouvernance, c'est que les leaders de ces groupes restent principalement des hommes et qu'il y a beaucoup d'informations un peu plus informelles sur la tenue de certaines réunions, sur certains fonds qui viennent de bailleurs, qui en fait circulent au sein de ces personnes qui font partie du bureau exécutif et il y a dans lequel il y a moins de femmes. Euh, mais je pense que c'est un point important à faire remonter de ces travaux qui pourraient ensuite orienter la révision du plan de gestion. Voilà. Même sur la photo que tu as montrée au début, il y avait en fait plus d'hommes, presque que des hommes. C'est la première photo que tu as montrée, je crois. Il me semble. Je l'ai pas bien vue. Oui. Les pirogues, oui, oui. Et voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Mettre une femme sur un bateau. Les pêcheurs. Excuse-moi. Ah, Qui, Pascal? j'assume. Ouais, moi, j'avais une question par rapport à la construction de CMP1 et donc l'implication des savoirs locaux. Est-ce que la dimension culturelle, donc dans la conservation, est prise en compte dans la mise en place des mesures de conservation de la biodiversité ou pas? Par exemple, tu cites l'exemple typique de la tortue, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, c'est un événement, enfin, je veux dire, la consommation de la tortue peut être rattachée à des événements culturels, des rituels. Et donc, du coup, quel est le problème que ça peut poser en termes de conservation de la biodiversité vis-à-vis, dire, de ces communautés qui vont participer à la construction, justement, des règles de gouvernance des aires marines? Oui, elle est peu prise en considération, en tout cas pour le cas de la tortue. En plus, elle est reconnue, c'est une des espèces reconnues avec un statut vulnérable. Enfin, c'est protégé. Il y a quand même un prisme très conservationniste, donc on ne prend pas tellement en compte ces dimensions culturelles. Euh, et sur d'autres, en fait, cette dimension culturelle, elle peut, en tout cas, un canal qui est présenté par les gestionnaires. Comme moyen voilà, de valoriser cet axe-là, ça va être la création de ces aires marines protégées communautaires, où là, les pêcheurs, les communautés de pêcheurs locaux peuvent vraiment décider des règles qu'ils souhaitent mettre en œuvre, à condition qu'elles restent compatibles avec la réglementation de l'aire marine protégée au niveau national. Merci.
questions? Merci, Oula. Merci.